Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça, merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, c'est Alex, bienvenue dans ce shot consacré à Licorice Pizza, le nouveau long métrage de Paul Thomas Anderson qui a lancé l'année 2022 de la meilleure des manières avec un très bon film dont on a eu envie de vous parler dans ce premier shot de l'année en compagnie de mon ami Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Alex. Alors ça me fait plaisir de parler de ce film-là, Licorice Pizza, qui est sorti dans les salles le 6 janvier en France et en Suisse. On est dans une chronique adolescente dans les années 70 où l'on va suivre la romance naissante entre Alana Kane et Gary Valentine. Elle, c'est une jeune adulte de 25 ans qui vit encore chez papa-maman. Lui, c'est un ado de 15 ans qui a la soif du business et qui se lance dans des affaires un peu farfelues comme vendre des matelas à eau. Voilà pour le pitch. Et puis ce duo est incarné à l'écran par la chanteuse américaine Alana Haim et l'acteur Cooper Hoffman, fils de Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, qui signent tous deux leur premier rôle dans ce film-là. Hallucinant, on va avoir l'occasion de reparler de leurs interprétations respectives. Et puis, ils rencontreront sur leur chemin une flopée de personnages tous plus burlesques et hilarants les uns que les autres dans des scénettes tout aussi drôles, avec notamment Sean Penn, Bradley Cooper ou Ben Safdie. Et Tom Waits. Et Tom Waits aussi. Ouais, j'étais sûr que tu allais l'oublier. Oui, bien sûr. Moi, c'était un des arguments principaux du film, c'était revoir Tom Waits sur un grand écran. Ah, c'est ça, en fait, j'attendais que tu le dises, exactement. Et donc, Florian, tu attendais non pas Tom Waits dans ce film, mais surtout le fait que ce soit une nouvelle réalisation de Paul Thomas Anderson. Alors, si ça ne vous dit rien, il est connu quand même pour There Will Be Blood, Punch Drunk Love, Magnolia, The Master ou plus récemment Inherent Vice et Phantom Thread. T'as presque dit toute sa filmographie. Quasiment tout. Ouais, hein. Ouais. Mais à part ça, beaucoup de films très, très estimés. En fait, ouais. Alors par la presse, énormément. C'est un cinéaste qui est très apprécié de la presse et aussi dans certains milieux cinéphiles. Et vu qu'il en fait un tous les 4-5 ans aussi, c'est assez facile de les remarquer puisqu'ils ne sont pas trop à la suite. Quoique, il a été assez prolifique ces dernières années. Hein, parce que Phantom Thread, c'est 2017. Ah oui, déjà ? Ouais, déjà. Ok, bon. Alors là, du coup, tu attendais ce Licorice Pizza. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes ? Alors, oui et non. Parce que, alors je l'ai beaucoup aimé, là n'est pas la question, mais disons que c'est une des premières fois avec Inherent Vice, et je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs, peut-être qu'on en reparlera après, que Paul Thomas Anderson ne fait pas un film de cinéma. Ce que j'entends par là, c'est que les films dont on se rappelle de lui, c'est surtout There Will Be Blood ou Boogie Nights, des films très très maîtrisés narrativement, visuellement, avec une mise en scène complètement virtuose et un rythme incroyable, et où tu sens derrière le cinéaste qui s'est mis un objectif super haut à atteindre, qui l'a fait, et qui a fait un chef-d'œuvre et qui sait qu'il l'a fait. Enfin, tu vois, il y a ce ressenti-là dans ces films de grandes fresques hollywoodiennes. Moi, ce qui m'a toujours un peu tenu à l'écart de ce cinéaste d'ailleurs. Voilà, peut-être. C'est parce qu'il est très... Ce côté un peu conscient de, je vais faire du grand cinéma. C'est ça. Et dans Inherent Vice, il y avait beaucoup moins ça, même s'il gardait la relation avec le livre. Donc, si tu veux, il pouvait faire un grand geste de cinéma en adaptant Thomas Pynchon, qui était adapté, qui était connu comme étant inadaptable, excusez-moi. Mais dans ce film-là, en fait, c'est lui qui a écrit le script. Et on sent dans ce film, c'est une évidence, qu'en fait, il a juste envie de raconter une histoire simple, qui est assez simple, puisque c'est une romance entre adolescents, comme tu l'as dit, une histoire qui a été faite ça se résume à ça, genre centaines de fois. Évidemment, il le fait différemment que la majorité des films. Et il l'aborde d'un point de vue très, très... très très simple, encore une fois, je crois que c'est le mot que je retiendrai le plus. C'est son film le moins compliqué, le moins complexe que j'ai pu voir, donc j'ai été très étonné. Mais en même temps, il rejoint un espèce de naturel qu'il n'avait jamais eu avant. Et ça, du coup, ça a été une surprise et ça m'a fait du bien parce que c'était la preuve que ce gars n'est pas une machine. C'est comme si tu veux, Kubrick faisait un film cool à un moment. Ce qu'il a jamais fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, parce que on lâche les chevaux et puis on fait un film plus léger, quoi. Voilà, c'est un peu ça. En plus, ça se passe dans les années 70 à Los Angeles. Il a grandi à Encino, le quartier où se passe cette histoire. Même si l'histoire n'a rien à voir avec une histoire d'amour qu'il a vécue quand il était jeune, on sent qu'il y a ce côté où je suis un peu chez moi, je connais le milieu puisque j'ai grandi dedans.
Et donc, ouais, on sent qu'il. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'ai apprécié, mais que j'ai été étonné aussi. Contrairement à, par exemple, je pense qu'on l'a beaucoup comparé à Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, qui, moi, est, je trouve complètement différent, puisque Tarantino fait plutôt un hommage de geek, comme d'habitude, en fait. Mais enfin, tu vois. Au cinéma d'époque. Voilà. Alors que lui fait juste un truc cool. Je sais pas si tu as ressenti ça toi aussi, ou alors, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, parce que la comparaison, déjà je vais rebondir sur ce que tu dis, sur la comparaison avec le film de Tarantino, parce que là où c'est pertinent, c'est que, alors on se retrouve presque dans les mêmes années. Alors Tarantino, c'est vraiment la fin des 60s, et puis là on est au milieu des 70s, ouais, quelque chose comme 75, ça. Ouais, c'est ça. Et puis les deux films, finalement, vont invoquer des gloires du passé, des gloires du cinéma qui ont déjà existé ou qui sont fictives dans les deux films. Mais là où justement le film de Tarantino s'intéresse réellement en fait à l'industrie cinématographique de l'époque, ici chez Licorice Pizza, dans ce film de Paul Thomas Anderson, et ben en fait le cinéma vient là comme ponctuer un peu comme des repères culturels de l'époque, à la manière aussi de la bande-son, de la musique, etc. Et en fait, il y a, malgré que Sean Penn ou Bradley Cooper incarnent justement des acteurs, on va dire, de l'époque, et notamment Bradley Cooper, cet acteur qui a existé, l'ex-mari c'est pas un producteur, enfin bref, c'était un coiffeur devenu producteur-acteur, un truc comme ça. Oui, mais je crois qu'il était acteur, John Peters, ouais, c'est donc, ça, qui était le mari de Barbara, enfin le compagnon de Barbara Streisand. Et plus tard de Pamela Anderson et d'autres, hein, puisqu'il aime la chatte, comme il le dit, et ça le perdra. Exact. Mais c'est vrai que voilà, ces choses-là viennent ponctuer un petit peu, mais on sent que c'est pas ce qui l'intéresse c'est pas exactement, le cœur du film, de parler de cinéma à proprement parler, mais plutôt en fait de parler de l'époque et d'inscrire ces personnages dans le contexte de l'époque, à savoir qu'est-ce que ça voulait dire être une fille de 25 ans dans les 70s, qu'est-ce que ça voulait dire être un jeune de 15 ans dans les 70s et de lancer ses entreprises, etc. Le contexte politique est là, le contexte culturel est là, je viens d'en parler, et il y a cette manière-là de se dire, bah oui, on va s'y intéresser, pas spécialement pour dire, regardez, on va faire des petits, des clins d'œil à notre époque contemporaine, etc. Non, il y a vraiment cette volonté de dire, je vais vous raconter ce que c'est les 70s, avec tout ce que ça a de beau, de nostalgique, et tout ce que ça a de mauvais aussi, en fait. Et d'ailleurs, il met jamais en avant aucune de ces références. Enfin, moi, en tant qu'Européen, même si j'ai vu beaucoup de films hollywoodiens dans ma cinéphilie, John Peters, je ne savais pas qui c'était. L'acteur joué par Sean Penn, je croyais que c'était un autre. Je me rappelle plus de son nom maintenant. Moi non plus. Mais voilà, il y a un autre acteur plus connu que lui qui portait le même nom, qui joue dans The Wild Bunch de Sam Peckinpah, et j'arrive plus à me rappeler de son nom, ça m'énerve. Bref, les cinéphiles sauront. Et quand j'apprends son prénom, je me rends compte que c'est pas lui. Du coup, comme tu dis, l'histoire n'est absolument pas basée là-dessus, c'est juste des faire-valoir pour faire rebondir la narration. Et puisqu'en fait, le personnage de Gary Valentine, quel nom incroyable, Gary Valentine, il fallait y penser. Donc c'est l'ado de 15 ans. Incroyable, voilà, ouais. Vu qu'il est dans ce milieu, puisqu'il est enfant acteur aussi, hein, il est enfant star avant de se lancer dans des business un peu étranges. Ouais. Donc ce personnage, tu veux, invoque aussi ces petites références, mais qui sont pas comme chez Tarantino, où c'est quand même, on parle de Charles Manson, qui est quand même connu mondialement, ou de Polanski, qui est aussi connu mondialement. Donc, ou de Bruce Lee, etc. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi que c'est pas du tout son but. Son but, c'est de raconter une histoire cool d'amour, de la rendre complètement épique. C'est ça aussi que j'ai énormément aimé, c'est-à-dire que en fait, c'est une histoire d'amour qui ne commence pas dans le film, qui commence à la fin du film. Et là aussi est tout l'intérêt du film, c'est qu'ils vont se chercher, et ils ont des caractères, en plus, eux deux, assez opposés et assez forts, donc ce qui fait qu'ils vont se tirer dans les pattes à plusieurs reprises. Il y aura de la jalousie, etc. Et c'est ça aussi qui est très fort, c'est qu'on tombe pas dans la mièvrerie. C'est pour ça que je disais qu'ils traitaient l'histoire d'amour adolescente, entre guillemets, de manière complètement différente que d'habitude, puisque là, c'est les prémices. Et ces deux personnages sont juste incroyables. Ça, c'est la je sais pas si tu allais me poser une question à un moment, mais non, c'est l'écriture de ces deux personnages. Et je pense que les acteurs sont aussi extrêmement bien trouvés. Ça, c'est hallucinant quand même, parce que les deux, ils font leur premier rôle dans ce film-là, Alana Haim et puis Cooper Hoffman. Mais
l'alchimie qu'il y a entre eux et la justesse qu'ils ont à incarner ces personnages qui d'ailleurs sont volontairement, et moi je trouve ça assez fort aussi, ne sont pas des canons de beauté non plus, parce que elle est pas très jolie, lui il est un peu rond et tout, ouais voilà c'est ça, c'est dit dans le film effectivement, et en fait il va arriver justement à se dire non mais on va arrêter de justement glorifier, faire en fait une romance où on a un beau gars, une belle nana, etc., l'eau de rose, mais on va quand même amener du sentimentalisme, de la beauté et de la beauté pure et simple aussi, mais avec voilà ce duo un peu pas canon de beauté, mais qui va arriver à sublimer à travers. On pourrait dire la vraie beauté qui est intérieure. Tu vois, si mon ami, il n'y a qu'un pas. Si on veut aller dans les poncifs, mais c'est un peu ça cette idée-là. Après les acteurs, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il met 4-5 ans à faire un film. C'est quand même un gars qui a fait 2 films avec Daniel Day-Lewis, qui est quand même connu pour travailler 6 mois, 1 an chaque rôle avant le tournage. Et quand on a vu les autres films de PTA, donc Paul Thomas Anderson, on sait que le jeu d'acteur est primordial. Et donc je pense qu'il y a eu beaucoup de travail comme ça, et que ce soit leur premier rôle, ils viennent pas de nulle part quand même. Enfin voilà, Cooper, c'est ça, Cooper Hoffman. Enfin son père, c'est quand même un des meilleurs acteurs de sa génération. Mais il pourrait jouer comme un pire. Regarde les fils de Clint Eastwood. Hein. Oui, putain, c'est vrai. Je les avais oubliés ceux-là. Mais les fils de Clint Eastwood, est-ce qu'ils ont joué avec PTA? Je ne sais pas. Et Alana Haim, quand même, elle est frontman du groupe qui est là avec ses 2 sœurs, qu'on voit dans le film, puisque la famille de Alana dans le film, c'est sa vraie famille, son vrai père, sa vraie mère, ses vraies 3 sœurs, je crois. Et donc, elle a ce truc de quand t'es musicien, tu vas sur la scène, tu joues un rôle aussi. Et elle était aussi à l'aise avec Paul Thomas Anderson, puisque Paul Thomas Anderson avait tourné 2 clips pour leur groupe qui s'appelle AIM, en fait, qui est juste leur nom de famille. Donc, certes, c'est leur premier rôle, mais ils jouent des rôles pas très éloignés de leur réalité. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Aussi, et qu'ils avaient déjà, je pense, l'expérience d'être des personnages en public. Ils venaient pas de leur cave, tu vois. Mais ça n'enlève rien au fait qu'ils jouent extrêmement bien et qu'il y a une alchimie de malade. Mais de toute façon, tu ne pouvais pas faire un film comme ça si tu voulais le réussir avec s'il n'y avait pas une alchimie entre les deux. D'ailleurs, Alana s'appelle Alana dans le film aussi. Effectivement. Ouais. Enfin, tu vois. Ouais. Voilà. Et sur la légèreté en fait dont tu parles, je trouve intéressant effectivement parce que après un film comme Phantom Thread, qui justement s'inscrit un peu plus dans ce qu'il faisait avant. Enfin, dans There Will Be Blood, c'était un peu dans ce genre-là, tu vois. C'est-à-dire. Un film assez solennel, millimétré, chirurgical. Comme La Haute Couture. Enfin, c'était le but du film exactement. aussi. Mais... Et assez froid pour moi, malheureusement. Mais c'est vrai qu'après un film comme ça, arriver justement avec ce film-là, qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus lumineux, et puis beaucoup plus libre, et beaucoup plus léger, comme on le dit, parce qu'au final, ce qu'il fait, c'est une chronique adolescente, donc il y a cette simplicité-là, et on va suivre en fait des moments de vie. Moments de vie et puis des scénettes avec des rencontres. C'est exactement ça, ouais. Et là-dessus, justement, j'aimerais t'entendre sur cette réussite-là parce que il y a beaucoup d'humour dans le film et c'est une des très grandes qualités de ce film-là. Au-delà, justement, de sa manière de filmer, d'épouser les personnages, les corps, les lieux, etc. On sait que c'est un bon réalisateur, ça c'est pas une nouveauté. Ouais. C'est ça, et dès le début, il nous plonge à la fois dans les 70s et à la fois au plus près de son duo d'acteurs et de cette romance qu'il va vouloir nous raconter. Avec un dialogue direct qui m'a fait penser à Social Network d'ailleurs, parce que ça commence direct. Putain, oula, alors putain, c'est qui, pourquoi, qui, quand. C'est ça, ouais. Et tu sais pas qui sont ces personnages, tu sais pas ce qu'ils font, et tu vas l'apprendre petit à petit. Mais finalement, dans cet humour-là, ça fait écho un peu à ce qu'il a pu faire dans la folie en fait de Inherent Vice, qui toi est un film que tu aimes beaucoup, moi que j'aime pas du tout, parce qu'il y a cette absurdité, mais pour moi il y a une machinerie qui tourne un peu à vide, et je trouvais ça pas très réussi. Mais là, c'est un exercice de style. Hein, c'était un exercice de style, exact. Et là, on n'est pas dans l'exercice de style en fait. Moi, j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson a pris les scènes d'amour entre Doc Sportello et je sais plus comment s'appelle la fille qui est jouée par Washington dans Inherent Vice, leur scène d'amour qui est vraiment, parce qu'il y a une histoire d'amour qui est un peu en parallèle de cette espèce d'enquête chelou, qu'il a pris cette histoire-là et qu'il en a fait un film en fait, sauf qu'il l'a mis avec des adolescents. Et je suis complètement d'accord avec toi sur la confortabilité du film, sur le fait, évidemment on est à Los Angeles, on est dans les années 70, donc des années certes après le Flower Power, mais quand même avant le capitalisme à outrance des années 80. Donc on est dans des années vraiment cool où la musique est super, t'as les David Bowie, la bande son, ça on sait. Et il y a ce côté, et c'est la première fois qu'on voit ça chez PTA, ce côté très très doux, très très chaud, très très solaire aussi, ce qui va
donc complètement bien avec cette histoire d'amour. On est l'été, évidemment. Il y a très peu de films qui se passent à Los Angeles en plein hiver. Est-ce que l'hiver existe à Los Angeles? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, à travers les élites, on ne sait pas combien de temps ça dure, en fait, ce qu'ils nous racontent. Ouais, mais c'est bien pas important. Fait, ça. Ouais. Je me suis renseigné un peu. J'ai voulu savoir aussi comment est-ce qu'il avait composé ce film. Et lui-même le dit qu'il ça traîne depuis 10-15 ans dans sa tête, qu'il avait une idée comme ça, qu'il était passé devant un bahut un jour et que la première scène dont on parlait avant, il l'a vraiment vue. Mais vraiment une fille qui était assistante des mecs qui faisaient les photos de classe et puis un jeune qui essayait d'avoir son numéro, ce qui est donc la première scène, qui a traîné plusieurs, donc 10-15 ans. Et un jour, un de ses potes producteurs, en fait, c'est plutôt basé sur lui, qui était vraiment enfant star, etc., lui a raconté plusieurs trucs. Et il a ajouté à ça des personnages qui le fascinaient, comme John Peters. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à une espèce de patchwork de scénettes, comme tu dis, qui sont très réjouissantes, parce que même si tu as ce fil rouge de l'histoire d'amour qui, des fois, est moins importante, parce que dès que tu as un personnage comme Bradley Cooper, qui est incroyable dans ce film, tu peux plus te concentrer sur l'histoire d'amour parce qu'il prend tellement de place, quoi. Je vais aller tuer ton frère si tu mets pas bien le lit dans la chambre de Barbara Streisand. Ouais. Tu vois, oui, mais pour autant, en fait, et c'est là pour moi la réussite, c'est que je vois pas de gratuité dans ces scénettes d'humour et dans ces personnages et ces caméos qui arrivent, parce qu'en fait, chaque scène va raconter une évolution de l'un ou l'autre des personnages de ce duo. Ou les éloigner selon. Rien que la scène avec Bradley Cooper, ça dit les beaucoup rapproche de choses. énormément. Ouais. Exactement. Voilà. Et d'autres scènes vont les éloigner, comme la scène avec Sean Penn au départ. Oui, il y a beaucoup d'autres. La scène avec Sean Penn est tellement belle. Vraiment. Hein. Enfin, moi, j'ai presque les larmes aux yeux à ce moment-là. Mais c'est pas à cause de Sean Penn qui joue bien, mais il se passe autre chose en parallèle. Mais j'aime beaucoup la scène avec Bradley Cooper parce qu'elle fait peur aussi, parce que c'est un personnage qui fait peur. Et je trouve que c'est une scène qui résume à peu près le film et comment Pitié l'a fait. C'est ce moment absolument hors du temps où il dévale en marche arrière avec un camion les pentes des collines de Los Angeles et ils doivent pas se faire repérer par Bradley Cooper. Et donc, elle conduit en marche arrière à Lana et t'as ce moment où t'as plus aucun bruit. Parce que le film est quand même ponctué par beaucoup de musique, par beaucoup de bruit. Los Angeles, c'est une ville qui vit tout le temps. Tu vois, et t'as ce moment-là complètement... là, on est en roue libre. Littéralement en roue libre. Oui, et je pense que... je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve que ça résume complètement le film. C'est un film en roue libre, mais un film de Pitié, ce qui fait Pitié en roue libre reste quand même quelqu'un qui sait faire des films et qui sait très bien ce qu'il fait, malgré tout. Et je trouve d'ailleurs que c'est la plus belle scène de tout le film, celle-là. Et puis la plus drôle, surtout. Ouais, voilà. Non, ouais. Et puis, je vais pas commencer à raconter les scènes, mais ça me le rappelle, j'ai envie de le revoir, tu vois, tellement qu'il était, il était cool, en fait. Ça fait du bien, tu vois, aussi. Oui, il faut et puis parler c'est de ça, un film, moi, honnêtement, qui a grandi... Qui est pas trop dramatique. Non, exact, mais qui est beaucoup plus riche que ce qu'il laisse paraître à la première vision. Je l'ai pas revu, mais j'ai très envie de le revoir. En fait, je suis sorti de ce film-là en me disant... Bon, c'est très bien, mais je comprends pas en fait les dithyrambes qu'il y a autour du film. Parce qu'il faut savoir que le film marche très bien en France pour le public qu'il souhaite viser depuis sa sortie en janvier. En Suisse, j'ai pas les chiffres, mais j'ai vu les chiffres en France. Je crois que ça a dépassé les 100 000 entrées, etc. Pour un film de cette envergure-là, c'est plutôt pas mal. La presse est dithyrambique, mais au point vraiment de qualifier le film de chef-d'œuvre instantané, de meilleur film de 2022, alors l'année vient de commencer. Mais ça, ils le font chaque année, ça. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que, tu vois, je suis sorti du film en me disant, oui, c'est bien, mais... et en fait, plus je repensais au film, plus le film grandissait en moi, et plus je me disais, mais en fait, il y a très riche, et il y a des très beaux moments. Les moments où, justement, tu sais, où lui, il va risquer d'être emprisonné à un moment donné, et puis elle le rejoint, et là, il y a une accolade comme ça. Et la caméra, elle est à l'intérieur du building, et elle va zoomer à travers la fenêtre pour voir ce câlin, en fait, entre les deux. Des petits moments comme ça. Et pour pas intervenir dans leur intimité aussi. Exact. Il y a de ça aussi. Tout à fait. Et l'endroit où se place la caméra et la durée des plans, je trouve qu'il y a une justesse, mais complètement dingue. Et comme tu as dit au niveau du son aussi, pour parler de cette même scène de câlin, il y a le silence à ce moment-là. Et ça dure bien 5 secondes, voire plus. Et voilà, c'est dans ces moments-là que je trouve le film vraiment très, très juste, quoi.
Que dire de plus? Mais Oui, je suis que complètement dire de d'accord avec plus? toi. J'aimerais terminer sur une chose et peut-être que tu vas réagir. C'est que un autre truc que j'aime énormément dans le film, c'est sa trajectoire à elle, en fait, à Alana, parce que on a une fille de 25 ans qui s'interdit, au début du film, d'aimer, jeune de gars, tomber quoi. amoureuse d'un gars qui est 10 ans Parce qu'il est plus mineur jeune aussi. qu'elle. Hein. Bah oui, Ouais, il y a aussi ça. Ouais. bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que... Et qui paraît chelou, le gars, au début. Il est super insistant, il a une confiance monumentale en lui alors qu'il a 15 ans. Enfin, tu vois, C'est un il y a aussi ce flambeur, côté-là. un Voilà, dragueur. c'est un flambeur. Ouais. Et au final, il y a quand même une logique à ce qu'ils soient ensemble parce qu'elle, elle est beaucoup moins mature et beaucoup moins évoluée que l'âge qu'elle a. Et lui, à contrario, est beaucoup plus évolué que l'âge qu'il a dans la maturité et tout. Donc c'est là où leurs chemins se croisent. Mais en fait, dans cette manière dont Paul Thomas Anderson nous raconte cette jeune femme dans les années 70, d'une famille juive, de classe plutôt moyenne, classe moyenne. Ouais. Moyenne upper class. Enfin Ouais. bref, dans la manière dont en fait c'est le conditionnement, on va dire, de la société, de sa famille, etc., qui l'empêche en fait de tomber amoureux et que petit à petit le film va l'amener elle à redevenir redevenir. de sa famille aussi. Et ouais, exact. Il y a aussi ça. Hein. Et à la fois à devenir adulte et à la fois à revenir aussi aux sentiments adolescents, voilà, Amoureux, ouais. à cette tout petite, bêtement, ouais. cette petite étincelle et tout. Je trouve ça vraiment très très beau, quoi. Alors oui, ouais. C'est Voilà. vrai que c'est vraiment le personnage principal parce que Gary, c'est ça, Gary Ouais. Valentine Ouais. a beaucoup moins d'arc narratif dans ce sens-là parce que lui, il sait dès le début et il le dit à son petit frère dans les 15 premières minutes. Aujourd'hui, j'ai rencontré la femme que je vais épouser. Exactement. Et donc lui, c'est vraiment son but, et il va rien la lâcher. C'est vraiment, bon, c'est beau aussi, mais du coup, c'est pour ça que ça en fait aussi le personnage comique. C'est-à-dire qu'il va essayer, puis il va se prendre des portes ou des claques tout le temps. Et c'est vrai qu'elle a un parcours beaucoup plus intéressant. C'est elle qui porte le film quand même beaucoup d'un point de vue dramatique, même si encore une fois, c'est pas du tout appuyé. Et oui, donc oui, je suis d'accord avec toi. J'ai pas. Ouais. C'est Voilà ce qu'on beau, peut c'est dire. bien, c'est- Effectivement, très beau film. Et puis, je pense qu'honnêtement, on pourrait en parler encore pas mal de temps. Oui, parce que plus c'est- t'en parles et plus tu Ouais. vas te rappeler des petits détails, puis tu te dis ah putain en fait trop bien. Ouais, Ouais. puis en fait. Ouais. Non, c'est un film effectivement très riche, plein de petits détails et puis qui fait du bien aussi, quoi. Oui, c'est Voilà. ça que je disais avant. C'était Ouais. aussi un film qui a pas trop d'enjeux narratifs ou d'engagement politique ou que sais-je. On se laisse embarquer. Et qui est tu pas vois. non plus mièvre et puis juste une comédie pourrie où tu vas rire 4 fois parce qu'il y a 4 gags. Enfin là, c'est pas des gags, là c'est du comique de situation en plus, qui est beaucoup plus difficile à créer. Et c'est encore une fois, c'est d'autant plus surprenant de voir PTA là-dedans faire un truc drôle qui est pas absurde, contrairement à Inherent Vice qui était drôle parce que absurde. Ouais, non, Mais c'est ouais, vraiment tu une te laisses réussite. emporter, et puis, Voilà. ouais. Non, et Bon. c'est vraiment la preuve que c'est un grand réalisateur. Hein. Alors, allez le voir. Et si Johnny ce n'est pas Greenwood fait. à la musique aussi, Pardon, toujours. bien sûr. Le guitariste de Radiohead, toujours. Oui. On l'oublie, mais il est toujours présent. Ça fait Ouais. 3 films qu'il fait avec lui, je crois. Effectivement. Ouais. Et ouais, aussi, voilà, Voilà, quelques des petits petits détails, moments, mais c'est toujours important de voir qu'il y a de la qualité, tu vois. Hein. Tout à fait. Bah, merci Florian Avec plaisir. d'avoir partagé cette discussion avec moi sur Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui est en salle depuis le 6 janvier. S'il est toujours en salle au moment où vous écoutez ce shot, bah, allez-y. Et puis si vous l'avez déjà vu, bah, tant mieux pour vous. Et puis dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous et si vous partagez notre enthousiasme sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions du Saloon sur votre application de podcast préférée. Florian, à bientôt. À bientôt, Alex. Voilà, et puis vous qui êtes chez vous, allez voir des films, il y en a plein de bons en ce moment, donc c'est tant mieux. Allez, à la prochaine dans le Saloon, au prochain épisode. Salut!